Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Amélie Bureau, assistante de recherche en mobilisation et transfert des connaissances au Centre Interaction. Les midis Interaction, pour ceux qui ne sont jamais venus, c'est un lieu de réflexion et d'échange entre chercheurs et praticiens autour de résultats de recherche qui présentent un intérêt pour le personnel du CIUS et les organismes partenaires du territoire. La formule de présentation du haut chercheur-praticien veut promouvoir le maillage entre la recherche et la pratique. Donc, on va avoir un déroulement avec la conférence d'environ 20 minutes, après la partie commentaire, environ 10-15 minutes, et une période d'échange de 30 minutes environ. Donc, le titre de la présentation aujourd'hui, collaboration autour des enjeux de réussite éducative, fait saillant et ce qu'il reste à apprendre. Notre conférencière, Aurèle Jouego, est diplômée de la maîtrise en administration publique. Dans son mémoire de maîtrise, elle s'est intéressée à l'accessibilité et la continuité des services au sein du milieu éducatif en contexte de défavorisation. Elle possède également plusieurs expériences en recherche évaluative, en organisation des services sociaux et de santé. Elle est membre de l'équipe Regard, associée au Centre de recherche et de partage des savoirs Interaction du CIUS du nord de l'île de Montréal. Et puis, on a la chance aujourd'hui d'avoir deux commentateurs. Donc, notre commentatrice, Élodie Marion, est chercheure au Centre de recherche et de partage des savoirs Interaction. Elle est également professeure adjointe au département de psychopédagogie et d'andragogie à l'Université de Montréal. Et puis, nous avons aussi Frédéric Gagnon, qui est étudiant au doctorat et boursier Vanier de l'École de travail social à l'Université de Montréal. Donc, je vais laisser la parole à Aurèle pour qu'elle puisse faire sa présentation. Bienvenue à tous et à toutes et à tous à la conférence. Comme Amélie l'a mentionné, on va vous parler de la collaboration autour des enjeux de la réussite éducative. Je suis accompagnée par Élodie et Frédéric. Je vous présenterai particulièrement les résultats d'une recherche effectuée dans le cadre de mon mémoire de maîtrise à l'ENAP. La recherche a porté sur l'accessibilité et la continuité des services en contexte de défavorisation, en partant de l'expérience des familles suivies par le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord. Donc, en guise du plan de présentation, je vais revenir brièvement sur la mise en contexte, les objectifs de la recherche, la méthodologie, et la grande partie va porter sur la présentation des résultats et enfin la conclusion. En guise de mise en contexte, la littérature scientifique fait état de plusieurs difficultés vécues par les jeunes et les parents en contexte de défavorisation. Excusez-moi. Et ceux-ci ont parfois des effets négatifs sur la réussite éducative. Donc, ces difficultés se situent à trois niveaux. On a au niveau du jeune, on peut avoir le manque de motivation, des difficultés comportementales telles que l'anxiété, la dépression, les difficultés de langage, les problèmes de motricité et les difficultés d'adaptation qui sont parfois plus liées aux élèves issus de l'immigration. Au niveau de la famille, on note parfois des conflits entre parents et enfants, une faible implication parentale qui est largement documentée dans la littérature scientifique et de faibles compétences parentales. Au niveau de l'école, on peut avoir un mauvais climat scolaire caractérisé par l'intimidation, des violences, de la cyberagression, parfois des conflits entre l'école et la famille qui est également très documenté dans la littérature scientifique. Plusieurs interventions ou innovations sont mises en œuvre pour répondre aux besoins des jeunes et des parents en situation de vulnérabilité. C'est le cas du Centre pédiatrie sociale de Montréal-Nord, qui dessert particulièrement une clientèle vulnérable et marginalisée, âgée de 0 à 17 ans, ainsi que leurs parents. Il est constitué de 3 services, notamment une équipe clinique composée de médecins et de travailleurs sociaux, une équipe de psychomotriciennes et une équipe d'agents EFC. Par ailleurs, le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord travaille en collaboration avec 11 écoles primaires dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Vous comprenez donc que l'étude a ciblé les familles suivies par le Centre de pédiatrie sociale. Une autre petite précision, c'est que les familles, généralement, au-delà du Centre de pédiatrie sociale, reçoivent généralement plusieurs interventions de plusieurs organisations. C'est pourquoi nous avons eu comme objectif de recherche d'apprécier d'une part les expériences des familles par rapport aux services reçus au Centre de pédiatrie sociale et à l'ensemble des services reçus,
et d'autre part, de ressortir les effets de l'ensemble des services offerts sur la réussite éducative. Comme méthodologie, nous avons adopté une méthodologie qualitative. La technique de collecte de données utilisée était ici des entretiens semi-dirigés. 15 parents ont été interrogés, dont 5 parents, 5 familles par service au niveau du Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord. Le profil des familles qui ont participé, je vais vous présenter le profil des familles qui ont participé à la recherche. 14, c'était des mères et on a eu un seul père. Les familles étaient majoritairement biparentales. On a eu 5 familles monoparentales et une famille recomposée. Les familles étaient 10 familles sur 15 étaient issues de l'immigration et provenaient des pays tels que d'Afrique, tels que le Tchad, le Cameroun, l'Algérie et le Sénégal. 2 familles provenaient du Mexique, du Venezuela et du Venezuela. On a aussi eu des familles provenant d'Haïti et du Pakistan. 8 familles sur 15 n'avaient pas d'emploi au moment de la collecte des données, ce qui montre un peu en quelque sorte la vulnérabilité de ces familles. Et ces familles-là avaient environ 2 enfants et ces enfants fréquentaient la maternelle et le primaire. Excusez-moi, je vais passer à la présentation des résultats de la recherche. Le premier des résultats ressort en quelque sorte le soutien des intervenants du centre de pédiatrie sociale dans les démarches, dans l'accompagnement des familles pour leurs démarches vers l'accès à d'autres organisations. Le centre de pédiatrie sociale facilite un peu l'accès des familles à des services spécialisés et les familles apprécient beaucoup ce rôle de pivot auprès des organismes et institutions. De manière concrète, les intervenantes remplissent des documents, font des traductions des documents parfois pour des familles allophones, des familles qui ne parlent pas le français, rentrent en contact avec ces organisations. C'est ce que nous dit un peu ce parent. Les prénoms, bien évidemment, ils sont fictifs pour des raisons éthiques. Raphaël et son équipe ont fait toutes les démarches, ils ont fait des demandes à l'hôpital. Ils m'ont aidé à remplir les documents pour réaliser le diagnostic de Linda. Peut-être, petite précision, c'est que dans notre échantillon, il y avait des parents dont les enfants étaient parfois en attente des diagnostics comme des diagnostics d'autisme et parfois il fallait faire des demandes à des hôpitaux un peu spécialisés comme pour avoir accès à des professionnels spécialisés comme l'hôpital Sainte-Justine. Et nos résultats montrent également que ce soutien est précieux, comme je le disais tout à l'heure, pour les familles récemment arrivées au Québec et les familles qui ne parlent pas le français, parfois pour des raisons liées aux barrières linguistiques, parce que ces familles-là ne connaissent pas toujours comment fonctionne le réseau, le système, et la navigation peut parfois être complexe. Un autre point, c'est que les intervenants aident aussi les familles à faire des suivis lorsque la demande a été effectuée. Il y a plusieurs appels, comme nous dit ce parent, qui parfois fait par le centre de pédiatrie sociale lorsque la demande de service est faite à une organisation, comme c'est le cas ici au CLSC, et ils estiment en fait que ce soutien du centre de pédiatrie sociale permet d'avoir rapidement accès aux services dans d'autres organisations. Seconde diapositive. En deuxième lieu, comme deuxième résultat qui met toujours en exergue un peu ce rôle de continuité du centre de pédiatrie sociale, les familles ont noté que le centre de pédiatrie sociale joue un peu un rôle médiateur entre l'école et la famille. Ils ont souligné notamment l'important rôle, dans la résolution des conflits avec l'école. On a le cas, à titre d'exemple, d'une famille qui mentionne que le centre de pédiatrie sociale a intervenu, a joué un peu ce rôle dans une situation conflictuelle entre l'école où l'enfant avait été signalé à la DPJ par l'école et le fait que l'intervenant du centre de pédiatrie sociale est intervenu, est entré en contact avec l'école, ensuite avec la DPJ, ils ont pu trouver une entente, il y a pu avoir une entente entre les 3 parties.
Aussi, le centre de pédiatrie sociale facilite beaucoup la communication entre parents immigrants et écoles, notamment les agents école, famille, communauté au centre de pédiatrie sociale offrent des informations sur le système des classes d'accueil aux parents immigrants. Ils font la traduction de courriel parce qu'on avait quand même aussi assez de parents qui parlaient pas le français dans notre échantillon et ils ont apprécié que le fait que les intervenantes du centre de pédiatrie sociale traduisent parfois les courriels qu'ils reçoivent de l'école, les accompagnent dans les rencontres d'école pour jouer un peu ce rôle de traduction lors de ces rencontres-là. Seconde, en troisième lieu, un autre résultat, ça met un peu en exergue, excusez-moi, la collaboration entre l'école et le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord. Et comment se traduit cette collaboration? Déjà, au niveau du Centre de pédiatrie sociale, les parents ont apprécié le fait qu'ils n'ont pas eu à effectuer des démarches pour avoir accès au Centre de pédiatrie sociale. Généralement, ce qui se passe, c'est que lorsque l'enfant a des difficultés à l'école ou l'enseignante fait le constat de certaines difficultés, la direction d'école se charge de référencer l'enfant vers le centre de pédiatrie sociale et bien évidemment avec l'autorisation des parents. Et voilà, et là, le parent, lui, n'a pas eu à faire des démarches pour demander des services. C'est ce que nous dit ce parent, c'est l'école qui fait le pont, c'est l'école qui nous contacte pour savoir si on voulait un professionnel pour aider Ellie, et puis on a dit oui. Et Madame Laurie s'est présentée à nous, elle nous a parlé des services qu'elle allait offrir, nous avons rempli le dossier, je n'ai eu à faire aucune démarche. Par ailleurs, lorsque les services sont offerts par, euh, par l'école et en même temps les enfants reçoivent aussi d'autres services par d'autres professionnels de l'école tels que l'orthopédagogue et au centre de pédiatrie sociale, il y a quand même une fluidité de communication entre les deux institutions qui est très bénéfique pour le soutien scolaire des enfants. Il y a des échanges réguliers entre les deux intervenants, entre les différents intervenants des institutions. Et ce qui est encore très apprécié des parents, c'est qu'il y a un retour d'information à leur niveau. C'est ce que nous dit ce parent, Ariane, qui est un peu ici l'intervenant du centre de pédiatrie sociale, est entrée en contact avec l'école, la professeure et l'orthopédagogue. Elle me fait toujours le retour. Elle m'informe des échanges qu'elle a eus avec l'enseignant de ma fille. Par exemple, ma fille, avec de la misère à faire des bricolages à l'école, à se concentrer. Quand elle a commencé à faire des activités au centre de pédiatrie sociale, elle me disait qu'elle informait son enseignante de ses progrès, de ce qu'elle était capable de faire. Je pense que cela permettait à son enseignante de s'ajuster et de s'adapter. Troisième diapositive. Un autre résultat le quatrième résultat de la recherche, c'est que met l'accent sur le climat qui règne au niveau du centre de pédiatrie sociale. En fait, ce climat permet d'établir de profonds liens entre les familles et les intervenants du centre. En effet, les familles ont noté que le centre de pédiatrie sociale est un lieu convivial et chaleureux, c'est pas formalisé comme dans d'autres organisations. Et c'est ce que nous dit ce parent. Pour moi, c'était vraiment différent. C'est loin d'être une clinique comme les autres. C'est pas un local, mais c'est un appartement adapté, transformé. Je dirais que c'est pas très aseptisé comme les cliniques, c'est plutôt familial. Et ce n'est pas une salle d'attente, c'est plutôt une salle de jeu. Les parents sonnent pour venir chercher, les enfants sonnent pour venir chercher des collations, ce que l'on ne ferait pas dans d'autres cliniques normales. Et aussi, les parents ont insisté sur l'attention qui leur est accordée, sur la gentillesse des intervenants, sur la proximité relationnelle. Par exemple, il y a eu des parents qui nous ont dit qu'ils apprécient notamment le fait d'être appelés par leur prénom plutôt que leur nom de famille, le respect et l'absence de jugement. Tous ces éléments font à ce que les familles se sentent vraiment considérées, elles sentent qu'elles ont un soutien et qu'elles ont un endroit où elles peuvent avoir une réponse à leurs besoins. Une autre seconde. En dernier lieu, je vous présente les retombées de l'ensemble des services offerts. Ici, on va voir des retombées au niveau des enfants et au niveau des parents. Une autre précision, c'est que compte tenu du fait que notre échantillon était composé uniquement des enfants qui fréquentaient le primaire et la maternelle, ces retombées se situent plus au niveau du développement de l'enfant.
Du coup, on va avoir des retombées sur les progrès visibles au niveau du langage, en écriture, en lecture, sur l'apprentissage du français. On aura aussi des parents qui ont été de développement de bonnes habiletés motrices et sociales chez leurs enfants, des changements comportementaux comme confiance en soi, concentration et maîtrise de soi. Et au niveau des parents, il y a le développement des compétences parentales et le changement comportementaux. Moins de stress, elles savent où elles peuvent s'orienter, comment elles peuvent faire si elles ont besoin d'avoir accès à un service. Il y a aussi de l'estime ou de la confiance en soi. En conclusion, l'étude, en fait, permet de comprendre la façon à travers laquelle les services de proximité axés sur la réussite éducative soutiennent les familles en contexte de défavorisation. Elle met particulièrement l'accent sur la collaboration, sur l'importance de la collaboration entre l'école et la communauté pour assurer un meilleur soutien scolaire. Globalement, ce sont les résultats de la recherche effectuée. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais laisser la parole à Elodie et à Frédéric pour des commentaires. Merci. Merci Aurel. Donc, je vais laisser la parole à Elodie et Frédéric. Super. Ben, merci Aurel pour ta présentation. C'était très intéressant de t'entendre avec les résultats de ton mémoire. Puis, je vais peut-être y aller comme un ou deux commentaires de ce que je retiens. Puis j'ai aussi des questions là, pour toi sur des thèmes que j'avais envie de t'entendre. Le premier élément là, que je trouvais super intéressant de ta présentation, je pense, c'est de faire ressortir ce rôle-là d'agent pivot, d'agent médiateur, puis son importance. Souvent, on s'intéresse à des rôles de professionnels dans un programme spécifique ou l'efficacité d'une intervention en particulier. Puis je trouve que ce rôle-là de pivot, puis à quel point finalement les professionnels ont une certaine latitude, puis que ça permet de créer un lien là, avec les parents. Là, je trouvais ça super intéressant. Puis ce que je trouvais qui ressortait aussi, c'est que ces personnes-là ont l'air d'avoir la latitude aussi pour développer un lien positif avec les familles. Quand tu nommes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour répondre aux besoins des familles, les accompagner, compléter les documents. Puis bon, là, j'avais lu les résultats dans ton mémoire aussi. Là. Fait que, je comprenais qu'il y avait un large éventail là, de leur rôle. Puis autant dans leur mandat, je trouve que ça leur permet, cette latitude-là leur permet de créer un lien avec les familles. Puis ce que je comprends aussi, c'est que les conditions qu'offre l'organisme, autant là, ces conditions physiques, les dispositions, puis tout ça, mais ça permet aussi de créer un lien. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes là, sur comment développer ce rôle-là d'agent pivot. Sinon, je me demandais, en fait, j'avais des questions. Je sais que tu ressortais la fluidité des communications comme étant quelque chose de positif. Là. Tu disais que l'intervenante du centre de pédiatrie sociale, finalement, communiquait beaucoup avec l'école, puis que la communication se faisait entre les deux. Puis je me demandais comment les parents percevaient ces pratiques-là. Ça avait l'air d'être positif dans les résultats que tu présentais, qu'il y ait la plus grande communication, puis que ça revienne après vers eux. Je me demandais, est-ce que c'est ça, comment ils les perçoivent, puis est-ce qu'ils voient ça comme une plus grande cohérence dans les interventions, ou est-ce qu'il y en a aussi qui voient peut-être une mise de côté de leur rôle? Puis là, en fait, c'est parce que ça me faisait penser à... il y a certaines études dans les collaborations école-famille qui montrent que finalement, des fois, quand les parents ne parlent pas la langue aussi, ils ne sont pas perçus comme compétents du point de vue de l'école, l'école avait tendance à les mettre à l'écart puis à recentrer les communications soit sur l'enfant ou sur un autre intervenant. Puis là, ça me faisait penser à ça quand je voyais des résultats, que la communication, finalement, elle s'accélère ou elle prend en fréquence ou en intensité entre les intervenants, mais que le parent ne fait pas partie, finalement, des conversations. Il est comme informé par la suite. Et je me demandais qu'est-ce que les parents en pensaient de ça. Sinon, je me demandais aussi, tu parlais des conflits avec l'école puis qui menaient des fois après à des collaborations. Je ne sais pas si tu avais d'autres situations aussi. On comprendra que je m'intéresse particulièrement aussi aux collaborations entre l'école et la famille. S'il y avait des situations, quel genre de situations les familles ont expérimenté, comme des conflits avec l'école ou dans leur premier contact avec l'école. Je me demandais s'il y avait des choses qui ressortaient là, de tes résultats. Puis, finalement, dans ta présentation, on notait beaucoup d'aspects positifs que les familles ont ressortis de leur expérience. Puis, je me demandais si tu avais, s'il était ressorti des suggestions des familles ou des pistes d'amélioration, ou si toi, après avoir rencontré là, ces 15 familles-là, est-ce que tu vois des choses
en termes d'amélioration des services ou du suivi des familles? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent là, ou que tu retiens particulièrement? Voilà. Ça fait un petit peu le tour de mes questions, commentaires. Est-ce que je peux? Il y a plusieurs éléments là, que j'ai rapportés en lien aussi avec ce qu'Élodie a nommé. Mais ce qui me préoccupe, là, je vais mettre mon chapeau de travailleur social. Puis là, en plus aussi au niveau collectif, là, je vois deux de mes ex-collègues qui sont présents aussi là. Pour moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de mesures individuelles ou auprès des familles qui sont mises en place dans des territoires ou auprès des populations spécifiques dans le contexte de la réussite éducative. Je pense qu'au Québec, du moins, le système éducatif, même en collaboration avec le système de santé et des services sociaux, vient travailler beaucoup les aspects d'inéquité. Donc, de permettre à tous les jeunes ou à toutes les familles de réussir ou d'avoir la réussite éducative ou de pouvoir avoir une diplomation. On est quand même dans une société où la diplomation prend une place importante dans notre système social. Mais toutes ces mesures d'équité-là, ils sont beaucoup axés sur les individus, notamment dans des politiques publiques là, qui, pour moi, sont beaucoup axées sur l'investissement social. C'est-à-dire qu'on investit sur les enfants, sur les jeunes pour probablement régler les problématiques futures. Mais il y a des aspects que je trouve qui ressortent pas. Je prends juste la mise en contexte. On parle, je reprends les propos d'études de multiples difficultés vécues par les familles. Donc, on investit sur l'école est une institution qui est très normée. Donc, on investit sur, ou dans le discours, du moins, sur les difficultés vécues et non sur les potentiels, par exemple. Est-ce qu'on pourrait parler sur le potentiel des personnes? On parle au niveau du jeune du manque de modification, des difficultés de comportement, des faibles implications parentales, des faibles compétences parentales. Pour moi, il y a un effet de risque de stigmatisation auprès de certaines populations ou de certaines personnes. Ce qu'elle a dit fait un petit peu référence dans ce que j'interprète dans ce qu'elle a dit. Moi, pour moi, la préoccupation qui m'habite beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les enjeux d'inégalité? Puis là, la question que j'aurais à poser à Aurel, c'est est-ce que dans les parents que tu as interviewés, est-ce qu'eux voient ces enjeux d'inégalité? Puis quand je fais inégalité, c'est toute la question de on met des interventions sur les individus, sur le contexte familial, sur à la limite l'école, mais on se pose. Il n'y a pas de. Ce que je veux savoir, c'est au niveau collectif, au niveau des structures, est-ce que les institutions ne contribuent pas à générer aussi des inégalités? Quand on parle, ce qu'Élodie disait tout à l'heure, de certaines catégories de parents parce que la communication ne fonctionne pas, on va peut-être les exclure pour aller vers d'autres personnes, d'autres répondants dans la famille. C'est le genre de questions qui m'habitent. Bref, je reviens à la question des inégalités. Comment ces parents-là perçoivent l'effet des inégalités sur eux dans des contextes ou dans des milieux considérés plus pauvres, là, parce que dans le fond, la question, c'est ce que, de départ de la recherche, elle se fait dans un contexte défavorisé. Donc, je me questionne beaucoup sur comment les parents perçoivent les inégalités pour éviter que tout se rapporte à eux, qu'il y a quand même dans le système des choses qui sont peut-être à revoir. Est-ce que vous me suivez? Bref, je te pose un petit peu cette question-là. Aurel, comment la question des inégalités est traitée là, dans ce type d'intervention? Merci à Élodie et à Frédéric. Avant de répondre aux questions, j'aimerais d'abord préciser un peu aussi, revenir un peu sur le cas de la recherche qui est le centre de pédiatrie sociale, un peu ici dans la mission, vraiment de rejoindre les familles qui ont un accès difficile aux services qui rencontrent plusieurs difficultés. Donc, il y a quand même cette mission qui reste au cœur du centre de pédiatrie sociale et ils ont quand même aussi ce sont des familles avec qui ils font affaire depuis quand même de longues années, notamment au niveau de l'équipe clinique, parce qu'au niveau de centre pédiatrie sociale, il y a eu quand même une évolution dans le temps. Au tout début, c'était vraiment le volet clinique qui était offert, mais depuis quelques années, on a quand même la mise en place, notamment des agents école-famille, communauté qui reste très récent, l'équipe des psychomotriciennes qui est également très récent. Ça fait que
en matière d'inéquité, d'inégalité, d'enfants en contexte de défavorisation, ça fait partie de leur mission, c'est quelque chose dont ils maîtrisent. Donc ça, c'était quand même un chapeau que je voulais en quelque sorte apporter avant de répondre aux questions. Je vais commencer, je vais commencer par la première question d'Élodie qui parle de la fluidité de la communication. Déjà, c'est perçu très positivement parce que comme pour revenir toujours dans le cas de mon étude, on voit que l'échantillon est majoritairement constitué des familles immigrantes récentes qui ont parfois quelques difficultés d'accès aux services de santé, ils ne savent pas comment ça fonctionne et qui sont parfois réticents parce qu'ils ont rencontré, peut-être ils ont vécu plusieurs enjeux à l'immigration. Donc le fait qu'ils ont ce soutien du centre de pédiatrie sociale qui facilite cette communication, il y a eu un retour d'information lorsque l'enfant a des problèmes. Pour eux, ils trouvent cela très positif. Ils ont largement apprécié cet aspect, même s'ils ne participent pas au premier plan dans cette communication et dans cet échange. Parce que que ce soit au niveau de la littérature et la façon dont, excusez-moi, les difficultés ont été problématisées au début. Il y a une partie de ma recherche qui met en exergue un peu les difficultés vécues par ces familles-là et tout. Ils ressortent souvent quand même une communication difficile entre l'école et la famille. Donc, le fait qu'il y a quand même un soutien du centre de pédiatrie sociale qui dit comment ça se passe, parce que parfois, ils n'ont pas des informations sur comment ça se passe à l'école, qu'est-ce que l'école fait, et le fait qu'il y ait ce soutien-là, ça, c'est vraiment très apprécié. Et peut-être la question soulevée par Élodie peut être un autre pan de recherche, peut être un autre axe de recherche, mais vraiment dans le cas de la recherche, c'est apprécié assez positivement. Merci. Ben, je comprends qu'ils sont en rupture, en fait. L'ajout que tu fais, c'est que, dans le fond, ils apprécient vraiment beaucoup parce qu'avant, il y avait vraiment une rupture de communication. Fait que le fait d'ajouter un intermédiaire, ça permet de... finalement, ils retrouvent, eux, de l'information qu'ils n'obtenaient pas autrement avant. Merci. Oui, oui, c'est ça. Et également, au niveau des conflits entre l'école et la famille, je pense que c'était la deuxième question. Qu'est-ce que tu voulais, c'est savoir, est-ce qu'il y a eu d'autres exemples au-delà de l'exemple que j'ai pris qui permettent vraiment de traduire ces conflits-là et qui permettent de montrer encore une autre fois le soutien du centre de pédiatrie sociale. Lui, c'est pas le seul exemple qui ressort, qui est ressorti au niveau des entrevues. Il y a eu des conflits, des parents qui avaient mentionné, surtout encore une fois de plus, ça ce sont vraiment des parents immigrants qui le mentionnent. Je préfère préciser le contexte de la recherche pour vraiment donner du sens. En fait, ce sont des parents immigrants qui le mentionnent. Un parent qui n'avait pas compris pourquoi son enfant avait été en classe d'accueil, qui n'avait pas compris le fonctionnement, parce que alors que lui, il estimait que son enfant parlait français et peut-être n'avait nécessairement pas les difficultés telles que mentionnées par l'école et qui avait peut-être des difficultés liées à l'adaptation, des difficultés liées au fait que le système scolaire au Québec n'est pas le même que celui dans son pays d'origine. Donc, il y avait ces problèmes, pas seulement peut-être pas de conflit, mais d'incompréhension et qui ne comprennent pas toujours le système. Le fait qu'il y ait de plus en plus des agents école, famille, communauté qui viennent du niveau de son pédiatrie sociale, ça permet de résoudre ces malentendus. Moi, je préfère les appeler plus comme étant des malentendus entre la famille et l'école. Est-ce que ça répond à la question, Élodie? Oui, tout à fait. Il y a des incompréhensions sur les difficultés vécues par l'enfant, comment la famille les interprète, comment l'école les interprète, ou des désaccords en lien avec le classement, le fonctionnement du système. Ouais, super. Parfait. Merci. Et par ailleurs, ce ne sont pas seulement des aspects positifs qui ressortent de la recherche. J'ai présenté vraiment des résultats qui avaient trait au thème dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la collaboration. Mais il y a plusieurs autres aspects qui sortent au niveau de la recherche, qui est parfois lié à l'accessibilité et qui montrent quand même que l'accès à l'information constitue un enjeu au niveau de ces familles-là. Parfois, ils n'ont même pas l'information sur les services qui sont disponibles pour pouvoir les aider. Donc, il y a plusieurs autres aspects. Et on a également
également, comme j'ai mentionné, l'objectif de la recherche n'était pas seulement d'évaluer les services reçus par le centre pédiatrie sociale ou bien le soutien du centre pédiatrie sociale, mais également l'ensemble des services qu'ils ont reçus. Et il y a quand même d'autres aspects qui ressortent au niveau de la recherche, qui montrent quand même que au niveau qui montre qu'au niveau de l'ensemble des services, il y a quand même quelques enjeux au niveau de la coordination, des doublements de services, des aspects comme ça. Et même au niveau du centre pédiatrie sociale, le lien avec les familles n'est pas le même que dans tous les 3 services. Le lien est parfois différent, est parfois plus fort avec l'équipe clinique en raison du fait que c'est une équipe qui est implantée depuis des années et les familles suivies sont parfois suivies sur de longues périodes comparativement aux équipes des psychomotriciennes ou aux équipes des agents EFC. Donc, il y a eu des recommandations comme mettre l'accent, elles ont suggéré des besoins d'information sur les services qui sont offerts, également le besoin de consolider ou de créer davantage des liens avec les intervenantes et des intervenants dans les organisations. Ce sont un peu des pistes d'amélioration qu'elles ont suggérées en ce qui concerne l'organisation des services. Pour la question de Frédéric, je pense que la réponse va un peu avec le chapeau de contexte que j'ai mis en exergue, la présentation du cas du centre pédiatrie sociale qui est vraiment, dont la mission est vraiment d'offrir des services aux familles dont l'accès est difficile. Donc, c'est quelque chose dont ils perçoivent déjà et dont le centre est déjà au courant. Et puis, au niveau des familles, je dirais qu'elles ont relevé quand même plusieurs autres aspects quand même négatifs, mais étant donné que la recherche a porté, comme une fois de plus, je le redis, sur les familles suivies par le centre pédiatrie sociale, elles avaient plus tendance à être focalisées sur ce que le centre pédiatrie sociale les apporte en tant qu'un peu éloignées des services, en tant qu'oubliées du système, comment ça les aide à se rapprocher davantage auprès de ces services-là. Mais un peu dans ce sens-là, comment leur voix collective est prise en compte par le centre de pédiatrie sociale? Sur ce que tu dénonces, est-ce que le centre de pédiatrie sociale, par exemple, par rapport à ce que les parents rapportent, pose des gestes plus politiques, vont venir prendre position dans le contexte scolaire pour représenter certains enjeux de ce que les parents vivent? C'est un peu dans ce contexte-là que je l'apporte. Je pense que cet aspect n'a pas été abordé dans la recherche quand même. Ce n'est pas une question que je pourrais répondre parce que c'est vraiment très intéressant. C'est peut-être une piste future, mais je n'ai pas abordé cet aspect dans la recherche. Bien, merci. Je pense que la période commentaire d'Élodie et Frédéric est terminée, donc je vais arrêter l'enregistrement.